Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Magnifique résultat du Town Hall à Sciences Po. Le dialogue, je le dis évidemment entre guillemets, le dialogue au sein d'une institution démocratique, je le mets aussi entre guillemets, a porté ses fruits. Réoccupation immédiate des locaux. La pantalonnade de Sciences Po continue. Quand cette direction comprendra-t-elle que seule la fermeté est une réponse à cette chienlit qui est désormais le quotidien de cette ancienne école prestigieuse? Vous avez le résultat sous vos yeux. Des années Richard Decoing, des années Olivier Duhamel, tous responsables du naufrage de Sciences Po pour des raisons purement idéologiques. Et Madame Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, est aux abonnés absents. Et Gabriel Attal ne répond plus. On parle d'envoyer des troupes en Ukraine, on n'est même pas capable de répondre à une poignée d'activistes professionnels, Che Guevara en culotte courte, instrumentalisés notamment par la France insoumise. Et le mouvement gagne d'autres écoles, d'autres universités. Le feuilleton Sciences Po illustre la disparition de l'autorité en France. Elle n'existe plus dans ce pays. Et on discute, et on palabre, et on négocie. Alors qu'il n'y a qu'une réponse, sanctionner les étudiants et les virer de l'école. Mais ça, c'était avant. Il est 9h, vendredi, Eugénie Bastier. Merci Eugénie, André Valigny, que vous connaissez, Georges Fenech et Gauthier Lebret. Le feuilleton Sciences Po, on va voir tout de suite le sujet. Je le disais, c'est vraiment un succès, ce Town Hall, réoccupation immédiate. Sciences Po Paris, toujours paralysé hier soir par des manifestants pro-palestiniens. Après un débat interne sur le Proche-Orient durant lequel l'administration a refusé de rompre ses liens avec les universités israéliennes, les étudiants ont décidé de maintenir leur blocage. Sciences Po restera fermé aujourd'hui. Sciences Po s'est couché et a légitimé ce mouvement qui maintenant se sent pousser des ailes. Et on peut, je pense, le dire ce soir, Sciences Po est entre les mains d'une extrême gauche radicalisée qui ne veut qu'une chose, qu'on accède à leurs demandes. Et au-delà même, si nous n'accédons pas à leurs demandes, ils continueront de bloquer. Mais le mouvement s'est répandu comme une traînée de poudre. Ici, à la faculté de Tolbiac, les drapeaux palestiniens se comptent par dizaines. Sous couvert d'anonymat, par peur des représailles, plusieurs étudiants partagent leur inquiétude à l'approche des examens. C'est honteux, quoi. C'est une catastrophe. Et puis moi, mon année, mes amis, on ne sait pas si on va valider, quoi. Parce que nos derniers examens qui étaient vraiment... Mais on comptait sur ça pour avoir des bonnes notes, pour pouvoir gagner des points. On ne peut pas les passer. Voilà, on est obligé de subir tout ça, nous. Même si on n'a pas d'avis, on est obligé de subir et de se ranger d'un côté, alors que nous, on veut juste avoir cours et faire nos examens. Même chaos à Lille, c'est l'école supérieure de journalisme qui a été bloquée toute la journée d'hier. Une première, selon le directeur de l'établissement. Les futurs journalistes de l'ESJ de Lille, c'est un repère wokiste et d'extrême gauche. Toute la profession le sait et tous les étudiants qui sont formés là-bas, effectivement, ont une tendance politique. Et ils vont venir dans notre métier ensuite. C'est des militants. Le meilleur de l'histoire, c'est qu'ils ont demandé à ne pas être filmés, à ne pas être interrogés. Des futurs journalistes qui rejettent les médias. Ça, c'est franchement, c'est le meilleur de la semaine. Et les professeurs, je le sais, disent du mal de CNews, matin, midi et soir, à leurs étudiants. Très bien. Donc, c'est mais on assiste dans les universités occidentales à une sorte de manifestation visible d'un incubateur depuis 40 ans. On peut appeler ça le wokisme ou ce qu'on veut, mais en tout cas, on enseigne depuis 40 ans que la colonisation est l'alpha et l'oméga de l'histoire humaine. Et on voit le résultat aujourd'hui, Israël devient le bouc émissaire de ces théories-là. Et moi, je pense qu'on assiste peut-être à un moment de dévoilement, et peut-être à une prise de conscience qui va peut-être donner un nouveau départ aussi. Parce qu'aux États-Unis, on voit que beaucoup de personnalités prennent conscience des dérives. La directrice d'Harvard, la présidente d'Harvard, Claudine Gay, qui était complètement woke, a été renvoyée en janvier suite justement aux dérives à Harvard. Je pense qu'à Sciences Po, il va se passer des choses et espérons-le, il y aura une nouvelle direction qui... Vous savez quels sont les noms qui circulent? Najat Vallaud-Belkacem et Aurélien Rousseau. J'ai cru que c'était une plaisanterie quand j'ai entendu cela. En tout cas, je pense que ça peut être l'occasion d'un nouveau départ. Ils sont capables de tout. Le pouvoir macroniste est capable de tout. Ce qui est affligeant, je trouve, c'est le mimétisme des étudiants français vis-à-vis des étudiants américains. Parce que vous savez que les facs américaines, les grandes écoles américaines sont cotées en bourse et les étudiants américains demandent
c'est pas du tout justifié, je le dis pas, mais il demande à ce que l'argent des universités américaines n'aille pas dans des entreprises israéliennes. Il copie ces revendications-là, alors que Sciences Po n'a rien à voir. Eugénie, Ils ne c'est sont absolument pas cotés en 50 bourse. personnes. Il demande que Sciences Po cesse ses relations avec l'université de Tel Aviv. C'est une université très à gauche où les gens sont plus critiques de Netanyahou. C'est 50 personnes. Ils sont quelques dizaines à dormir personne. Aucune affirmation de l'autorité. Ah non. Non, mais c'était un mouvement aussi une minorité. Ah non. C'était aussi une minorité. C'était un mouvement. Non, je suis pas d'accord. Il me semble que c'était un mouvement. On parle des universités américaines, vous avez raison de les citer, mais en France, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a aucune affirmation d'autorité, aucune affirmation du rappel de nos valeurs. Et donc finalement, personne dans le gouvernement ne lève la voix. Il y a probablement des consignes pour ne pas que tout ça s'enflamme. Et c'est raté parce que tout est en train de s'enflammer. Vous connaissez la fameuse phrase de Churchill, hein, vous avez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. C'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire, faute de fermeté, tout va s'embraser. Voilà. Et donc, je pense que là, on assiste à une mésestime de nous-mêmes. On n'ose plus affirmer nos valeurs. On n'ose plus rappeler les règles élémentaires d'une université où la contestation a le droit de s'exprimer. Mais enfin, où est l'autorité là? Quelle voix du gouvernement entend-on pour remettre un peu d'ordre, à part celle de Madame Retailleau, dont on ne dira plus grand-chose. Voilà. Donc, c'est au-delà des États-Unis, c'est en France. On a honte de rappeler qui nous sommes. Et qui vient percuter les paroles ou les belles paroles de Gabriel Attal, qui était allé à Sciences Po. Et alors, je vous propose d'écouter peut-être Jean Basser, parce que Jean Basser, il est absolument... Celui qui l'a nommé, qui a nommé Jean Basser, est absolument pas adapté, le pauvre. C'est Gabriel Attal qui a nommé un administrateur. Fallait nommer le préfet l'allemand. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Mais oui, il fallait nommer le préfet l'allemand. Quelqu'un comme Jean-Michel nommer Blanquer, quelqu'un. Donc tu nommes quelqu'un, le pauvre, il est perdu là-dedans. Sa déclaration d'hier n'a ni queue ni tête. Il n'est pas du tout formé pour ça. Donc écoutez-le, ce qu'il disait après ce town hall, qui est une réussite. Pu préciser un certain nombre de points avec deux engagements que j'ai pris. Le premier sur le fait qu'il fallait vraiment lancer une réflexion interne à Sciences Po pour bâtir une doctrine sur le fait de savoir si Sciences Po devait ou pas prendre des positions sur des grands sujets politiques. Et nous allons aussi lancer des travaux pour préparer à la rentrée un plan que j'espère ambitieux pour mieux poser les règles du débat demain, mieux vivre ensemble au sein de Sciences Po, s'assurer que nous sommes intransigeants comme nous le sommes aujourd'hui sur l'antisémitisme et la lutte contre le racisme, et puis réfléchir aussi à la manière dont on peut sans doute traiter dans le cadre de nos cours et enseignements le conflit Moyen-Orient. Il n'est pas du tout adapté, ce monsieur. Il était directeur à Pôle emploi, je crois. Oui. Mais enfin, comment on peut nommer des gens qui n'ont jamais... T'as besoin d'un chef de guerre, tu nommes quelqu'un qui connaît rien. Je pense que à cette guerre-là. La suggestion d'Eugénie Bastier est intéressante. Blanquer ferait un bon directeur de Sciences Po. Il y a un autre nom qui circule, qui paraît-il est bien coté, et je le vois bien dans cette fonction, c'est Enrico Letta, qui a dirigé le gouvernement italien il y a quelques années, qui connaît très bien le monde universitaire, qui passe très bien dans le monde universitaire, mais qui a de l'autorité. Il n'y a pas un Français qui peut diriger Sciences Po. Sciences Po, c'est internationalisé depuis Richard Descoings. L'État. Ah oui, on voit le résultat. Vous avez raison, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de nommer un Italien, mais j'ai rien contre les Italiens. J'espère. Mais c'est vraiment une bonne idée. Il n'y a personne en France qui. Enfin, André, alors c'est votre peut-être penchant pour l'Italie. Italophile. Non, l'État est un type très bien. Mais j'en suis sûr. Mais Blanquer aussi. Mais Jean Basser est sans doute un type très bien. Bon, est-ce qu'on peut écouter Jonathan Arfi, qui était ce matin sur Radio Luxembourg et qui s'est exprimé? Il y a un risque, c'est celui que s'impose une terreur intellectuelle, une chape de plomb sur nos universités qui ferait que des étudiants juifs ne pourraient plus étudier sereinement, mais pas seulement des étudiants juifs, parce qu'au fond, derrière ce discours sur soi-disant la liberté d'expression, c'est une vraie menace sur la liberté académique, la liberté d'enseigner pour les enseignants, puisque certains cours ne peuvent pas se tenir, la liberté d'étudier et de pouvoir aussi exprimer des opinions dissonantes. Je crains que demain, il y ait un diktat de la radicalité sur l'ensemble de notre monde académique. Je demande aux autorités d'utiliser la force publique pour déloger ces étudiants. Vous savez, il y a quelques jours, il y avait eu une précédente occupation avec à la fin une négociation pour faire sortir les derniers étudiants, les 14 derniers étudiants, et une communication de Sciences Po qui avait été très, très polémique et très controversée. Je veux le dire, ça témoigne du fait que la stratégie de la négociation ne marche pas avec les radicaux. Il faut que toute la fermeté de l'ordre républicain puisse s'exprimer. Mais la force publique sur des étudiants, ça choque certains. Vous savez, il n'y a pas
il y a parfois nécessité d'utiliser la force publique. Si ces étudiants partent d'eux-mêmes, évidemment, il n'y en aura pas besoin. À l'État de prendre ses responsabilités. Bon, c'est une mascarade. Georges Fenech. Si j'ai bien compris au moment où nous parlons ce matin, Sciences Po est occupé, c'est ça? Oui. Ah bah oui. Bon, écoutez, alors, ça me surprend. Il y en a une dizaine qui ont dormi cette nuit dans Sciences Po. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils ont envoyé l'équivalent du RAID. Ah bah Vous les avez vus. Mais bien sûr. Ils ont évacué. Mais bien, c'est ce qu'il faut faire, mais ils veulent pas. Le gouvernement est aux abonnés absents là en ce moment. Mais écoutez, le gouvernement, on va en parler tout à l'heure. On apprend ce matin que ça va être une affaire d'État, l'affaire SNCF. Oui. Ah, c'est autre chose. Ça va être, oui, mais ça va être une affaire d'État. Parce que tu apprends... Un dirigeant qui cède. Exactement. Tu apprends en fait que l'Élysée, Matignon et Bercy étaient au courant de l'accord. C'est ça que tu apprends. Donc ils ont acté. Et ils ont acté. Dans l'opinion, on apprend que Matignon était au courant. Bien sûr. Et Bercy dit qu'il n'était pas au courant. Bruno Le Maire. Donc ça va être une affaire convoquée Ferrandou. Exactement. Donc le patron de la SNCF est convoqué par Bruno Le Maire. Visiblement, Ferrandou, il va être en difficulté, mais ça va être une affaire d'État. Parce que ça va être une affaire d'État puisqu'ils ont menti. Mais évidemment que ça a remonté au plus haut niveau et ils ont menti. On apprendra que l'Élysée était au courant. Tu fais une réforme des retraites, tu permets à la SNCF de se faire un régime aux petits oignons. Ça sort évidemment dans la presse et après tu dis j'étais pas au courant. Bon, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Parce que l'objectif c'était que ça marche pour les JO, voilà, c'est tout. Donc dans tous les domaines, oui, demain ça sera les éboueurs. Non mais dans tous les domaines, c'est le cirque dans tous les domaines. Voilà. C'est pas moi, voilà, dans la SNCF, Sciences Po, dans tous les domaines. Et vous avez raison de dire, on va voir ce qui se passe aux US, aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, ouais. Alors on en parle tout de suite après, si vous voulez, puisque vous vouliez voir ce qui se passe aux États-Unis. Voyez le sujet de Marine Sabourin, et voyez sans doute ce qu'il faut faire en France, c'est évacuer. L'équivalent du RAID, vous avez vu. Ce qui s'est fait à la Sorbonne d'ailleurs. Mais c'est le cas à la Sorbonne. C'est évidemment ce qu'il faut faire. Ces scènes de tension sont devenues quotidiennes. À l'université de Portland, la police est intervenue après le blocage d'une partie du campus par des étudiants pro-palestiniens. Au moins 12 personnes ont été interpellées. À 450 km de là, à l'université de Washington, des dizaines de tentes sont toujours installées aux abords de l'université. Ces étudiants demandent à la direction de rompre tout lien avec Israël. À l'université de Columbia, épicentre de la mobilisation pro-palestinienne, la police est dorénavant stationnée 24 heures sur 24. C'est donc une crise sans précédent à laquelle doit faire face Joe Biden et cela pourrait être un tournant dans sa campagne. Son jeune électorat pourrait s'abstenir aux prochaines élections. Sous pression, il a rompu son silence hier. L'antisémitisme et les menaces contre des étudiants juifs n'ont pas leur place ni sur les campus ni en Amérique. Il n'y a pas de place pour les discours de haine ou la violence, sous quelque forme qu'elle soit, qu'il s'agisse d'antisémitisme, d'islamophobie ou de discrimination à l'encontre des Américains arabes ou des Américains palestiniens. Depuis le 17 avril, une quarantaine d'universités est impactée par la mobilisation pro-palestinienne. C'est quand même intéressant. On vient d'entendre Joe Biden qui s'exprime sur la situation des facs américaines. Le président américain s'exprime sur la situation des facs. Depuis le début de la semaine, l'entourage du président de la République nous promet une prise de parole d'Emmanuel Macron sur Sciences Po. Il n'a toujours rien dit. Emmanuel Macron n'a rien dit. Gabriel Attal a parlé une fois le week-end dernier, puis on ne l'entend plus. Totalement ils ont laissé Sylvie Retailleau en première ligne, qui se pour le prend coup, les pieds dans le plus, rétropédalage. T'es pas obligé de convoquer le président de la République pour régler le cas Sciences Po. Je veux dire, ça, c'est le gouvernement qui devrait régler ça. Emmanuel Macron, il pourrait très bien taper du poing sur la table. Contagion, hein. Excusez-moi. Bon. Oui, mais vous avez complètement raison. Depuis une semaine avec ce sujet lors des pros, c'est bien que ça devient un sujet national, donc le président de la République peut s'en emparer. Mais enfin, Gabriel Attal pourrait déjà... Enfin, c'est pas très compliqué de mettre un administrateur qui connaisse la situation, de faire entrer la police pour virer ses étudiants et de sanctionner ces étudiants en les virant de leur cursus universitaire. C'est pas très compliqué quand même de faire ça. Ça prend 3 minutes. Pourquoi ils ne le font pas alors? Eh ben, ils le font pas parce qu'ils ont la trouille. De qui? Mais ils ont la trouille de tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils ont la trouille. Quant à la minorité de 50... Parce que depuis mai 68, l'université est sanctuarisée et les policiers n'ont pas le droit de rentrer dedans. C'est une règle tacite. Et je trouve ça... Eugénie Bastier, vous vouliez parler? Parce que quand je dis c'est le cirque, tout le monde... L'Élysée, Matignon, Bercy, le ministère des Transports, tout le monde affirmait ne pas avoir été mis au courant de l'accord qui annule les effets de la réforme des retraites pour les cheminots. Nous sommes d'accord. Bon, alors on apprend que c'était faux.
C'est l'opinion qui l'annonce ce matin. Matignon savait. Donc la convocation par Bruno Le Maire du PDG de la SNCF, effectivement, c'est du cirque. Oui, c'est du cirque, dans un contexte d'élection européenne où la majorité macroniste sent qu'une partie de l'électorat de droite est très préoccupée par la question des finances publiques, puisqu'on voit que la dette est beaucoup plus importante que prévu. Et dans ce contexte, ce qui s'est passé à la SNCF est absolument inadmissible. Ça touche le cœur du macronisme, c'est-à-dire l'idée qu'on lutte contre les rentes, qu'on ne cède pas. Et je pense qu'ils veulent envoyer un message à leur électorat qui est en train de fuir vers la droite parce qu'ils trouvent ça absolument inadmissible. Oui, mais cet accord, il peut être mis en cause ? Il a été signé ? Bah non, c'est trop tard. Donc c'est trop tard. Et le seul but de cet accord, c'est que les trains fonctionnent au moment des JO. Ils leur ont dit, c'est cité dans l'opinion, en gros, excusez-moi, démerdez-vous, mais l'important c'est que ça ne bloque pas au moment des Jeux. Et donc, ils se sont démerdés à la SNCF et ils ont accouché de cet accord. Mais c'est impossible, évidemment, que ça remonte pas. Quand vous annulez la réforme phare d'Emmanuel Macron de ce deuxième quinquennat, ça ne peut pas remonter, ne pas remonter jusqu'à Matignon. Et demain, je vous le dis, on apprendra que c'est remonté jusqu'à l'Élysée. Il faut rappeler que la SNCF, c'est quand même l'actionnaire, c'est l'État. Hein. Oui, il est pas au courant, le ministre des Transports. C'est l'État, oui. Donc c'est en public. Et là, j'ai vu également que les éboueurs menacent de... Laissons-les. Non, mais je veux dire, c'est un moment... Laissons-les. Non, mais maintenant, il faut arrêter, quoi. Les JO deviennent l'argument de toutes les lâchetés. Parce qu'on veut que pendant 3 semaines, Paris soit impeccable. On va céder à toutes les corporations. Bien sûr, ça commence avec les policiers, contrôleurs aériens, c'est absolument absurde. Et moi, je pense que maintenant, sinon, pendant les 2 mois qui viennent, vous allez avoir des menaces de grève en permanence. Il est temps, au moment, de dire stop. Mais je suis certaine que le silence et le fait qu'on agisse Catherine Rambert. Le mouvement des étudiants relève aussi de cette stratégie. On se dit, pourvu que la France ne soit pas les étudiants, ils sont au pas là. moment des JO, ça serait une catastrophe. Donc c'est le prétexte à tout écraser, à mettre une chape de plomb qui nous explosera un peu plus tard à la figure. Bon, autre sujet qui nous intéressait, c'est le militantisme derrière le livre « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes ». Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tant le livre d'ailleurs, parce que le livre, c'est un livre de militants, mais c'est comment il a été accueilli dans l'espace médiatique, notamment par ce cher Jean-Michel Apathy, qui effectivement... un tableau affreux de la France. Et oui, qui n'a pas expliqué qui avait écrit ce livre, comment il avait été écrit, etc. Alors, peut-être que les uns et les autres ne connaissent pas ce dont on parle. On va voir le sujet de Michael Dos Santos. C'est donc un livre qui est sorti, le militantisme, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Et c'est un livre à charge, bien sûr, sur une France qui, une nouvelle fois... islamophobe. Exactement, serait montrée comme raciste, etc. Simplement, celui qui écrit ça, il est proche des frères musulmans. Donc, effectivement, mais moi, je lui reproche pas ça. Je reproche que lorsqu'on présente le livre, on ne le lise pas. Écoutez le sujet, d'où parles-tu ? Exactement, comme disent les marxistes. Michael Dos Santos. Il s'appelle Mourad, Ilad ou encore Samira. Tous sont français, musulmans et seraient détenteurs, pour plus de la moitié d'entre eux, d'un bac+5. Tous auraient décidé de s'expatrier, stigmatisés à cause de leur religion ou encore discriminés à l'emploi. C'est le cas d'Abdel, aujourd'hui directeur financier à l'étranger. En France, j'ai envoyé 70 CV, personne ne m'a répondu. J'ai passé la frontière au Luxembourg, j'ai déposé 3 CV et j'ai eu 3 entretiens. Les 3 auteurs de La France, tu l'aimes, mais tu la quittes affirment que 68% des personnes interrogées attribuent leur départ à l'islamophobie. Ce constat se base sur 0 données de l'INSEE, uniquement 139 entretiens et un questionnaire posé à plus de 1000 personnes, sélectionné sur la base d'un appel à témoins publié sur Mediapart. Une méthodologie remise en question par cet anthropologue. Julien Talpin, Olivier Estève et leurs consoeurs ont décidé donc de mobiliser les réseaux du collectif contre l'islamophobie, des individus qui sont convaincus d'être finalement des victimes de l'islamophobie. L'impartialité de 2 des auteurs laisserait-elle aussi à désirer ? Olivier Estève était membre du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, dissous en 2020 pour sa proximité avec l'islamisme radical. Julien Talpin a également collaboré avec l'association Alliance Citoyenne. Une association qui a beaucoup milité pour le burkini et disons l'expression religieuse islamiste dans l'espace public. Depuis sa sortie, les auteurs ont reçu le soutien des musulmans de France, mouvement lié aux frères musulmans. Je vous propose d'écouter, parce que souvent on parle de l'espace médiatique ici. Je le répète, chacun a le droit d'écrire ce qu'il veut. Mais le travail du journaliste, c'est de mettre en perspective ça, de donner ces informations à l'auditeur ou au téléspectateur, de telle sorte qu'il sache qui parle, ce qui se dit rarement.
sur les plateaux, et notamment du service public. Écoutez par exemple ce que disait Monsieur Apathy, et cette fois-ci c'était sur TMC. Alors, Monsieur Apathy, il est malhonnête, première solution. Il est ignare, deuxième solution. Non mais je vous pose la question, parce que c'est pas trois universitaires. Je pose juste la question. J'aimerais juste répondre une chose à Monsieur Apathy. 323 000. C'est le nombre de titres séjour qu'a donné la France en 2023. Donc moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a des gens qui viennent en France, qu'il y a des gens qui repartent parce qu'ils la détestent. Il faudrait un peu remettre les choses en perspective. La France est un pays où tous les ressortissants des pays du Sud global veulent aller. Donc beaucoup sont musulmans. Et on en accueille, à mon avis, un peu trop d'ailleurs, chaque année, énormément. Donc il faudrait quand même remettre les choses en perspective. Il y a une centaine de témoignages dans ce livre. La réalité, c'est plutôt des gens qui veulent venir en France pour trouver un bon niveau de vie, pour trouver une société libre, où on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'ailleurs de critiquer et de se plaindre. C'est ça la France. Oui, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de la propagande. C'est quoi quotidien ? C'est de la propagande. Pourquoi est-ce qu'on présente les choses comme ça ? Pourquoi on dit trois universités ? Le sérieux, dit-il, du travail. C'est pas du sérieux, c'est du militantisme. Alors moi, je m'interroge. Et vous voyez, avant, ça se passait comme une lettre à la poste. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus le monopole du récit. Il ne peut plus nous expliquer que Maurice Ravel, au lycée Maurice Ravel, il ne s'est rien passé. L'État a fait son job. Patrick Cohen ne peut plus nous expliquer qu'à Crépol, pareil, il ne s'est rien passé. C'était deux bandes. Mais je m'étonne, je le dis toujours, que la chaîne de Martin Bouygues tolère ce genre de choses. Je peux pas vous dire autre chose. En revanche, on est avec Thomas Hill et je le salue parce qu'il est sur Europe 1 et je lui dis bonjour. Thomas Hill, est-ce qu'il m'entend ? Bonjour, c'est vendredi. Oui, je vous entends bien sûr. J'espère que nous on rendra hommage tout à l'heure à Dalida, donc j'espère que vous rendrez hommage à Dalida, puisqu'elle est décédée le 3 mai 1987. J'ai textoté tout à l'heure avec Orlando, à qui je pense tendrement. Et si Dalida aujourd'hui est toujours présente, évidemment, c'est grâce au travail exceptionnel, au dévouement d'Orlando, qui est une personnalité merveilleuse, très attachante et merveilleuse. Bonne journée. Bonne émission, Pascal, à tout à l'heure.